Le vin tremblait dans le verre de cristal, et Raphaël de Louviers ne comprenait pas pourquoi sa main refusait de rester immobile. Derrière lui, un murmure si bas que seul lui l'avait entendu venait de briser le silence d'une salle entière. Ce vin est empoisonné. 60 convives observèrent le duc immobile, le verre levé à mi-hauteur entre la table et ses lèvres, et cherchèrent la raison de son hésitation. Isabelle de Mérignac, sa fiancée, souriait encore, son propre verre vide posé devant elle après le toast qu'elle venait de porter à leur avenir. Léonie Vautrin se tenait 3 pas derrière le duc, le souffle coupé par ce qu'elle venait de faire, les mains serrées contre son tablier blanc, qui sentait encore la verveine du dernier service. Elle avait prononcé 4 mots. Et ces 4 mots venaient de détruire l'invisibilité qui la protégeait depuis 6 mois. Le grand salon du château de Louviers brillait sous 100 chandeliers. Mars avait apporté une pluie fine qui frappait contre les hautes fenêtres. Mais à l'intérieur, la chaleur des bougies et des corps rassemblés pour le dîner de fiançailles transformait l'air en une étreinte dorée. Les nappes blanches reflétèrent la lumière comme de la neige sous le soleil, et le cristal chantait chaque fois qu'un verre touchait un autre. Isabelle avait levé le sien quelques secondes plus tôt, et sa voix claire avait traversé la salle sans effort. À Raphaël de Louviers, avait-elle dit, et 60 verres s'étaient levés en réponse. À l'homme que j'épouserai dans 3 mois, et à la maison qui deviendra la mienne. Raphaël avait saisi son verre, et c'est à ce moment précis que Léonie avait senti l'odeur. Pas le parfum de rose qu'Isabelle portait, ni l'odeur de cire chaude des chandeliers, ni même celle du vin lui-même. Quelque chose de plus ancien, de plus sombre. L'odeur de la terre mouillée après une pluie d'automne. L'odeur que son père lui avait appris à reconnaître quand elle avait 12 ans et qui lui avait montré les racines tordues de l'aconie dans le jardin derrière leur maison d'Évreux. « Ne touche jamais cette plante sans gants », avait dit Claude Vautrin en tenant la tige entre 2 doigts, protégée par du cuir épais. L'aconie sent la terre mouillée. Si tu reconnais cette odeur là où elle ne devrait pas être, recule. Léonie n'avait pas reculé. Elle avait murmuré. Raphaël reposa le verre sur la table. Le cristal heurta la nappe avec un bruit sec qui résonna comme un coup de feu dans le silence soudain. Il se tourna lentement, et ses yeux trouvèrent délas Léonie debout derrière lui, le visage blanc, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle cherchait à rattraper les mots qu'elle venait de lâcher. « Qu'avez-vous dit » demanda Raphaël, et sa voix était si calme que Léonie sentit ses genoux trembler. « Et ce vin est empoisonné » répéta-t-elle, et cette fois, toute la salle entendit. Gaston de Louviers, assis au bout de la table, ne scia pas. Son visage resta parfaitement immobile, comme celui d'un homme qui observait une scène de théâtre dont il connaissait déjà la fin. Il avait 28 ans, 3 ans de moins que Raphaël, et des yeux qui ne souriaient jamais quand sa bouche le faisait. Isabelle posa sa main sur le bras de Raphaël. « Qui est cette femme ?»« Léonie Vautrin, » dit Raphaël sans quitter Léonie du regard. « Elle est au service de cette maison depuis 6 mois. Et elle accuse le vin de mon propre château d'être empoisonné. » La voix d'Isabelle était froide, mais pas hostile. Curieuse, Léonie ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait pas pensé au-delà du murmure. Elle n'avait pas prévu ce qui viendrait après, les regards, les questions, le poids qui pesait maintenant sur ses épaules comme une pierre. Gaston se leva. « Mademoiselle Vautrin connaît peut-être les poisons mieux que nous ne le pensions. » Raphaël tourna la tête vers son frère. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, » répondit Gaston en avançant lentement vers Léonie, « qu'une servante qui reconnaît un poison qu'elle n'a pas versé est soit une sorcière, soit une empoisonneuse. Je ne suis ni l'un ni l'autre, » dit Léonie, et sa voix tremblait. « Mon père était herboriste. Il m'a appris à reconnaître l'aconite. Cette odeur, l'aconite,
répéta Gaston en souriant. Comme c'est précis. Et comment une simple servante sait-elle que Laconie sent quelque chose de particulier? Isabelle leva la main. Faites goûter le vin à un chien. Raphaël la regarda. Isabelle. Si cette femme ment, le chien vivra, et nous saurons qu'elle est folle ou malveillante. Si elle dit la vérité, le chien mourra, et nous saurons que quelqu'un a tenté de vous tuer ce soir. Isabelle se tourna vers Gaston. À moins que vous ne préfériez boire le vin vous-même pour prouver qu'il est sain? Gaston ne répondit pas. Un domestique apporta un chien, un petit épagnol qui aboyait et tirait sur sa laisse. On versa le vin dans une écuelle. Le chien but. 4 minutes plus tard, il convulsait sur le sol de marbre, les pattes raidies, la gueule ouverte, dans un silence terrible. 60 personnes regardèrent l'animal mourir. Personne ne parla. Quand ce fut fini, Isabelle se tourna vers Léonie. « Vous aviez raison. » Gaston ne nia pas le poison cette fois. Il changea de stratégie. Elle avait raison parce qu'elle l'a versé. Comment une servante reconnaît-elle un poison qu'elle n'a pas préparé? Je connais les poisons pour les reconnaître, dit Léonie, et cette fois, sa voix ne tremblait plus. Si j'avais voulu tuer le duc, je n'aurais pas murmuré. J'aurais servi le vin et je serais parti. Raphaël prit le poignet de Léonie avant que Gaston ne puisse répondre. Mademoiselle Vautrin est au service de cette maison depuis 6 mois. Si vous l'accusez devant moi. Gaston sourit. Alors je l'accuse devant vous. Fille de Claude Vautrin, herboriste d'Évreux, chassée de la guilde des apothicaires pour charlatanisme il y a 5 ans. 3 domestiques l'ont vue près de votre verre pendant le service. Elle connaît les poisons. Elle était près du verre. Elle est la seule qui savait. Le prévôt du comté, invité au dîner, se leva. Mademoiselle Vautrin, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement. Raphaël ne lâcha pas le poignet de Léonie. Elle vient de me sauver la vie. Ou elle vient de se trahir, dit Gaston. Léonie regarda Raphaël. Leurs yeux se rencontrèrent pour la 2e fois. La première avait eu lieu 3 mois plus tôt, dans la bibliothèque, quand elle était montée sur l'échelle pour ranger les livres, et qu'il était entré sans qu'elle l'entende. Elle s'était retrouvée à hauteur de ses yeux pour 3 secondes. La seule fois où une servante et un duc se regardaient au même niveau, avant de descendre si vite qu'elle avait failli tomber. Il l'avait rattrapée par le coude. « Attention !»« Pardon, monsieur le duc. »« Vous rangez les livres ?» Elle acquiesça. « Oui, monsieur le duc. »« Vous savez lire ?» Léonie avait hésité. Savoir lire quand on était une servante pouvait signifier 2 choses. Qu'on était utile ou qu'on était dangereuse. Mon père m'a appris. Votre père, Claude Vautrin, herboriste à Évreux. Raphaël avait hoché la tête. Un herboriste qui apprend à lire à sa fille. C'est rare. Il disait que le savoir ne servait à rien si on ne pouvait pas le transmettre. Raphaël avait souri. Un sourire bref, presque triste. Votre père était un homme sage. Léonie n'avait pas dit que son père était mort 3 ans plus tôt, chassé de la guilde, accusé de vendre des remèdes sans efficacité et de prétendre guérir ce qu'aucun apothicaire ne pouvait soigner. Elle n'avait pas dit qu'elle portait le nom d'un charlatan et que ce nom la suivrait partout où elle irait. Elle avait simplement descendu l'échelle et quitté la bibliothèque. Maintenant, debout dans le grand salon devant 60 témoins, elle comprenait que ce moment dans la bibliothèque avait été le début de quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. « Emmenez-la », dit le prévôt. Raphaël lâcha le poignet de Léonie. « Traitez-la avec décence. »« Bien sûr, monsieur le duc. » 2 gardes prirent Léonie par les bras et la conduisirent hors de la salle.
Elle ne regarda pas en arrière. Elle savait que si elle se retournait, elle verrait Gaston sourire. Et ce sourire lui ferait plus peur que les barreaux qui l'attendaient. La cellule du château n'était pas cruelle. Un lit, une couverture, une fenêtre étroite qui laissait entrer la lumière grise du matin. Léonie s'assit sur le lit et posa ses mains sur ses genoux. Elle tremblait encore. Elle les regarda trembler comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. L'accusation était formelle. Tentative d'empoisonnement. Le prévôt avait dit qu'un tribunal serait convoqué dans les jours qui suivraient et que Léonie serait jugée devant le comté entier. Elle n'avait aucun témoin, aucune défense autre que sa parole. Et sa parole était celle d'une fille de charlatan. Elle ferma les yeux et revit le moment où elle avait senti l'odeur. L'aconite. Son père lui avait montré la plante une seule fois, mais il lui avait fait sentir les racines 3 fois, et il avait dit « Si tu sens cette odeur un jour là où elle ne devrait pas être, ne te tais pas. » Le silence est complice. Léonie avait parlé. Et maintenant, elle était enfermée. La porte de la cellule s'ouvrit le lendemain matin. Raphaël entra, seul. Il portait une chemise blanche sans veste, et ses cheveux étaient décoiffés comme s'il n'avait pas dormi. Il s'arrêta devant les barreaux intérieurs qui séparaient l'entrée de la cellule de l'espace, où Léonie se tenait. « Pourquoi avez-vous parlé » demanda-t-il. Léonie se leva. « Parce que vous alliez boire. Vous ne me connaissez pas. » Elle hocha la tête. « Je sais. » « Alors pourquoi » Léonie chercha les mots. Mon père disait que le savoir qui se tait est complice. Je savais. Je ne pouvais pas me taire. Raphaël posa ses mains sur les barreaux. Gaston dit que vous avez versé le poison. Je ne l'ai pas fait. Comment saviez-vous que le vin était empoisonné? L'aconite sent la terre mouillée. Mon père m'a appris à reconnaître cette odeur. Quand vous avez levé le verre, je l'ai senti. Raphaël la regarda longtemps sans parler. Puis il dit « Votre père vous a appris à sauver des vies. Il m'a appris à reconnaître ce qui tue. C'est la même chose. » Léonie secoua la tête. « Non. Reconnaître le poison ne sauve personne si on ne parle pas. » Raphaël hocha lentement la tête. « Vous avez parlé. Et maintenant vous êtes ici. » Elle acquiesça. « Oui. Je vais découvrir qui a versé ce poison. Votre frère sait déjà qui l'a versé. » Raphaël fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? Demandez-vous qui perd si vous vous mariez, monsieur le duc. Demandez-vous qui hérite si vous mourrez sans enfant. » Raphaël recula d'un pas. « Gaston est mon frère. Henri était votre frère aussi. » Un froid glacial s'installa entre eux. Raphaël pâlit. Henri est mort dans un accident de chasse il y a 2 ans. Êtes-vous sûr que c'était un accident? Raphaël tourna les talons et sortit sans répondre. La porte claqua derrière lui et Léonie s'assit sur le lit, le cœur battant si fort qu'elle entendait le sang dans ses oreilles. Elle venait de nommer l'innommable. Elle venait d'accuser un homme de fratricide sans preuve, sans témoin, avec seulement la logique froide de qui hérite et qui perd. Elle ne savait pas si Raphaël la croirait. Mais elle savait qu'elle avait planté une graine, et que les graines, même celles semées dans le doute, finissaient toujours par pousser. Isabelle de Mérignac arriva à la cellule le lendemain soir. Elle portait une robe bleu nuit et un châle de laine blanche, et ses cheveux étaient attachés en un chignon si serré qu'il tirait la peau de ses tempes. Elle s'arrêta devant les barreaux et regarda Léonie avec des yeux qui ne sillaient pas. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit Isabelle. Léonie se leva. « Je ne comprends pas. Le poison n'était pas pour Raphaël, il était pour moi. » Léonie sentit le monde vaciller sous elle. « Comment le savez-vous » Isabelle entra dans la cellule. Le garde avait ouvert la porte sans poser de questions.
Une future duchesse n'avait pas besoin de permission. Elle s'assit sur le lit et tapota la place à côté d'elle. Léonie s'assit. « Vous avez dit ? Cote 0. Pas cote 1. Vous saviez quel verre était empoisonné. » Isabelle se tourna vers Léonie. « Comment saviez-vous que c'était le verre de Raphaël ?» Léonie ferma les yeux. « Parce que j'ai vu les domestiques échanger les verres pendant le service. Le vôtre était vide après votre toast. Celui de Raphaël était plein. Ils ont échangé les verres pour que le sien soit rempli. Mais l'odeur venait du verre qui avait été le vôtre. » Isabelle hocha lentement la tête. « Gaston voulait me tuer, pas Raphaël. Si je meurs avant le mariage, il n'y a pas d'héritier. Si Raphaël meurt après le mariage, mais avant que je porte un enfant, Gaston hérite quand même. Mais si je meurs maintenant, Raphaël reste duc, reste célibataire et Gaston peut attendre. Mais les verres ont été échangés, dit Léonie. Raphaël allait boire. Gaston ne le savait pas. Les domestiques ont échangé les verres parce que le mien était vide et que le protocole veut que le duc boive en même temps que son invité d'honneur. Personne ne l'a dit à Gaston. Isabelle sourit, un sourire dur, sans joie. Vous avez empêché un fratricide accidentel. Une douleur sourde se répandit dans la poitrine de Léonie. Il voulait vous tuer. Et maintenant, il m'accuse. Oui, parce que vous êtes la seule qui sait. Isabelle prit la main de Léonie. Mais vous n'êtes plus seule. Que voulez-vous dire? Je vais parler à Raphaël. Je vais lui dire ce que vous venez de me dire. Et ensemble, nous allons découvrir comment Henri est mort. Léonie serra la main d'Isabelle. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que vous m'avez sauvé la vie avant de me connaître. Isabelle se leva. Et parce que je déteste les hommes qui pensent que les femmes sont trop stupides pour voir ce qu'ils font. Isabelle trouva Raphaël dans son bureau, assis devant un feu qui brûlait sans réchauffer la pièce. Il leva les yeux quand elle entra, et elle vit dans son regard quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le doute. Isabelle. Raphaël. Elle s'assit en face de lui sans attendre qu'il l'invite. Le poison était pour moi, pas pour vous. Raphaël se redressa. Quoi? Les verres ont été échangés pendant le service. Le poison était dans mon verre. Léonie l'a vu. Elle a senti l'odeur quand vous avez levé le verre qui avait été le mien. Isabelle croisa les mains sur ses genoux. Gaston voulait me tuer. Vous alliez boire à ma place. Raphaël ferma les yeux. Non. Si? Isabelle se pencha en avant. Qui perd si notre mariage produit un héritier? Gaston hérite si je meurs sans enfant, mais si je meurs maintenant, vous restez duc, vous restez célibataire, et Gaston peut attendre. Isabelle marqua une pause. Et Henri était votre sang aussi. Comment est-il mort, exactement? Raphaël ouvrit les yeux. Un accident de chasse. Il est tombé de son cheval. Le cheval s'est cabré, Henri est tombé. Et quand on l'a retrouvé, il était mort. Qui l'a retrouvé? Gaston. Qui d'autre était là? Personne. Ils chassaient ensemble, Gaston et Henri, seuls. Raphaël se leva. Vous pensez que Gaston a tué Henri? Je pense que vous devriez parler au père Mathieu. Le curé qui a enterré Henri? Elle confirma d'un signe. Oui. Demandez-lui s'il a vu le corps avant l'enterrement. Demandez-lui s'il a vu quelque chose d'inhabituel. Raphaël la regarda longtemps. Puis, il appela un domestique et ordonna qu'on fasse venir le père Mathieu au château le lendemain matin. Le père Mathieu arriva à l'aube. C'était un homme de 62 ans, avec des mains qui tremblaient et des yeux qui fuyaient ceux de Raphaël quand il entra dans le bureau. Raphaël lui offrit un siège, mais Mathieu resta debout,
Vous m'avez demandé de venir, monsieur le duc? Oui. Raphaël ferma la porte. Je veux que vous me parliez de Henri. Mathieu pâlit. Henri repose en paix, monsieur le duc. Je ne parle pas de son âme. Je parle de son corps. Vous l'avez vu avant l'enterrement? Oui. Qu'avez-vous vu? Mathieu regarda la porte comme s'il cherchait une sortie. Il était mort, monsieur le duc. Je sais qu'il était mort. Raphaël fit un pas vers lui. Qu'avez-vous vu d'autre? Mathieu ferma les yeux. Des contusions. Sur ses bras, sur son cou. Compatible avec une chute de cheval? Il secoua la tête. Non. Compatible avec une lutte. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Raphaël sentit une fissure s'ouvrir en lui. Quelque chose qu'il avait porté pendant 2 ans, sans le savoir. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Gaston finance l'église, monsieur le duc. Sans lui, nous n'avons pas de toit. Sans lui, je ne peux pas nourrir les pauvres. Mathieu baissa la tête. J'ai choisi le silence parce que j'avais peur. Raphaël recula. Vous avez enterré mon frère en sachant qu'il avait été tué et vous n'avez rien dit. Oui. Sortez. Mathieu sortit. Raphaël resta seul dans le bureau, les mains serrées sur le bord de la table, le souffle court. Henri n'était pas mort dans un accident. Henri avait été tué. Et Gaston, son frère, le seul qui lui restait, était un assassin. Il pensa à Léonie, enfermée dans la cellule, accusée du crime qu'elle avait empêché. Il pensa à Isabelle, qui aurait bu le vin empoisonné si les domestiques n'avaient pas échangé les verres. Il pensa à Henri, mort dans la forêt avec des marques de lutte sur le corps, enterré dans le silence par un curé qui avait choisi l'argent plutôt que la vérité. Et il comprit qu'il possédait maintenant l'arme qui sauverait Léonie. Mais utiliser cette arme signifiait accuser publiquement Gaston de fratricide, convoquer Mathieu devant un tribunal et détruire le nom de Louviers pour toujours. Il descendit à la cellule ce soir-là. Léonie dormait, recroquevillée sur le lit, la couverture tirée jusqu'au menton. Il s'arrêta devant les barreaux et la regarda dormir. Ses cheveux étaient défaits et une mèche tombait sur son visage. Ses mains étaient becques posées sur la couverture et il vit les marques sur ses poignets. Les traces laissées par les chaînes qu'on lui avait mises pendant le transfert depuis le grand salon jusqu'à la cellule. Il tendit la main à travers les barreaux et toucha ses doigts. Elle se réveilla en sursaut et ses yeux trouvèrent les siens dans la pénombre. « Monsieur le duc, Mathieu a vu les contusions sur le corps de Henri, dit Raphaël. Henri a été tué. » Léonie se redressa. « Vous le saviez. Je le sais maintenant. Et vous allez convoquer Mathieu au tribunal. Si je le fais, je vous sauve. Mais je détruis le nom de ma famille. » Léonie prit sa main à travers les barreaux. « Alors, ne le faites pas. » Raphaël la regarda. « Vous me demandez de vous laisser condamner? Je vous demande de ne pas porter un poids que vous ne pourrez jamais poser. » Léonie serra sa main. « Le nom de Louviers est tout ce que vous avez. Si vous le détruisez, que vous reste-t-il? La vérité. La vérité ne vous gardera pas au chaud la nuit. » Raphaël sourit, un sourire triste, presque brisé. « Vous me donnez la permission de vous abandonner. Je vous donne la permission de choisir votre famille. Gaston n'est pas ma famille. Gaston est un assassin. Et Henri est mort. Et moi, je suis une servante que personne ne regrettera. » Léonie lâcha sa main. « Rentrez chez vous, monsieur le duc. Oubliez que je vous ai sauvé la vie. Oubliez que j'ai parlé. » Raphaël ne bougea pas. « Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne dans ce château qui a risqué sa vie pour dire la vérité. »
Il prit ses poignets à travers les barreaux et retourna ses mains pour voir les marques de chaîne sur sa peau. Ses pouces frottèrent doucement les traces de fer. « Et je ne vous abandonnerai pas. » La nuit avant le tribunal, Raphaël s'assit d'un côté de la porte de la cellule, le dos contre le bois. Léonie s'assit de l'autre côté. Ils ne se voyaient pas, mais ils entendirent leur respiration, et c'était suffisant. « Parlez-moi de votre père, » dit Raphaël. Léonie posa sa tête contre la porte. Il était herboriste. Il soignait les gens avec des plantes que les apothicaires ne voulaient pas toucher. Il disait que la nature savait guérir ce que les hommes ne comprenaient pas. Pourquoi a-t-il été chassé de la guilde? Il a soigné une femme que les médecins avaient condamnée. Elle a guéri. Les médecins ont dit que c'était un miracle et que mon père prétendait avoir des pouvoirs qu'il n'avait pas. La guilde l'a chassé pour charlatanisme. Léonie ferma les yeux. Il est mort 3 ans plus tard. Seul, sans argent, sans nom. Mais il vous a laissé son savoir? Elle acquiesça. Oui, c'est plus que de l'argent. Pas quand on a faim. Raphaël posa sa main contre la porte, paume ouverte, comme s'il pouvait toucher Léonie à travers le bois. Si je convoque Mathieu demain, je détruis le nom de ma famille. Mais si je ne le convoque pas, je vous laisse mourir. Vous ne me laissez pas mourir. Vous choisissez de protéger ce qui vous reste. Ce qui me reste, c'est un frère qui a tué Henri et qui a tenté de tuer Isabelle. Ce qui me reste, c'est un titre hérité d'un mort que je n'ai jamais interrogé. Raphaël marqua une pause. Ce qui me reste, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que vous êtes la seule personne dans ce château qui mérite d'être protégée. De l'autre côté de la porte, Léonie posa sa main contre le bois, exactement là où celle de Raphaël reposait. Ils ne se touchaient pas, mais ils sentaient basculer la chaleur à travers les planches. « Pourquoi avez-vous parlé ce soir-là » demanda Raphaël. « Vous saviez ce que cela vous coûterait. » « Parce que je ne pouvais pas me taire. » Léonie ferma les yeux. « Mon père disait que le savoir qui se tait est complice. Si je m'étais tu, vous seriez mort. Et j'aurais porté votre mort pour le reste de ma vie. Vous ne me connaissez pas. Je sais. Mais je vous ai vu dans la bibliothèque il y a 3 mois, et vous m'avez souri. Personne ne sourit à une servante. » Léonie ouvrit les yeux. « Vous m'avez vu, pas comme une servante, comme une personne. » Raphaël appuya son front contre la porte. « Je vous vois encore. » Ils restèrent assis de chaque côté de la porte pendant 1 heure, et ils parlèrent de plantes, de livres, de l'odeur de la terre mouillée et du poids d'un titre hérité d'un mort qu'on n'avait jamais interrogé. Quand l'aube arriva, Raphaël se leva et frappa doucement contre le bois. « Ah, Léonie !» Elle répondit doucement. « Oui. Je vais convoquer Mathieu. Vous allez détruire votre nom. Oui. Mais je vais dire la vérité. » Léonie posa sa main contre la porte une dernière fois. « Merci. » Raphaël ne répondit pas. Il quitta le corridor et alla trouver le prévôt. 1 heure plus tard, un domestique partait chercher le père Mathieu avec l'ordre de le conduire au tribunal du comté le jour même. Gaston avait convoqué le tribunal 3 jours plus tôt. Il avait présenté 3 témoins du service, des domestiques qui avaient vu Léonie près du verre de Raphaël pendant le dîner. Il avait rappelé que Léonie était la fille de Claude Vautrin, herboriste chassé de la guilde pour charlatanisme. Il avait nommé l'aconite, et il avait demandé comment une simple servante connaissait ce poison si elle ne l'avait pas versé. Le tribunal se tenait dans la salle du comté. Une pièce haute de plafond avec des bancs de bois sombres et des fenêtres étroites qui laissaient entrer une lumière froide. 30 personnes étaient assises sur les bancs. Des nobles, des bourgeois, des témoins convoqués par Gaston. Le prévôt présidait, assis derrière une table de chêne massif,
et Gaston se tenait debout devant lui, les mains croisées dans le dos, le visage calme. Léonie fut amenée enchaînée. Elle portait la même robe qu'elle portait le soir du dîner. Mais elle était froissée maintenant. Et ses cheveux étaient attachés en un chignon serré qui tirait la peau de ses tempes. Elle s'arrêta devant le prévôt et attendit. « Léonie Vautrin, dit le prévôt, vous êtes accusée de tentative d'empoisonnement sur la personne de Raphaël de Louviers, duc de Louviers. Comment plaidez-vous ? Non coupable. » Gaston avança. Mademoiselle Vautrin connaît les poisons. Son père était herboriste, un homme chassé de la guilde des apothicaires pour charlatanisme. Elle a reconnu l'aconie dans le vin du duc. Comment une servante reconnaît-elle un poison qu'elle n'a pas versé ? Léonie leva la tête. Mon père m'a appris à reconnaître l'aconie pour Sauvert, pas pour tuer. L'aconie sent la terre mouillée. Quand le duc a levé son verre, j'ai senti cette odeur. J'ai parlé parce que je savais ce que cette odeur signifiait. Vous avez parlé parce que vous avez versé le poison et que vous avez paniqué. Si j'avais voulu empoisonner le duc, je n'aurais pas murmuré. Léonie regarda Gaston droit dans les yeux. J'aurais servi le vin et je serais parti. Je n'aurais pas risqué ma vie pour dire la vérité. Le prévôt leva la main. Monsieur de Louviers, avez-vous des témoins qui placent mademoiselle Vautrin près du verre ? Oui. Gaston fit signe aux 3 domestiques. Ils témoignèrent, un par un, qu'ils avaient vu Léonie près de la table pendant le service, qu'elle avait touché les verres, qu'elle avait servi le vin. Léonie ne nia rien. J'ai servi le vin. C'est mon travail. Mais je n'ai pas versé le poison. Alors qui l'a versé ? Demanda Gaston. Léonie ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne pouvait pas accuser Gaston sans preuve. Elle ne pouvait pas nommer celui qui avait commandé le poison sans détruire Raphaël. Raphaël se leva. Il était assis au fond de la salle, et quand il se leva, 30 têtes se tournèrent vers lui. « Monsieur le duc, dit le prévôt, vous souhaitez témoigner ? » Oui. Raphaël avança jusqu'à la table du prévôt. Mademoiselle Vautrin m'a sauvé la vie. Elle a reconnu le poison parce que son père lui a appris à reconnaître ce qui tue. Elle a parlé parce qu'elle ne pouvait pas se taire. Gaston sourit. Votre gratitude est touchante, Raphaël. Mais la gratitude n'est pas une preuve d'innocence. Non. Mais le témoignage du père Mathieu en est une. Un silence glacé s'installa. Gaston pâlit. Mathieu ? Oui. Raphaël se tourna vers la porte. Faites entrer le père Mathieu. Mathieu entra, les mains tremblantes, les yeux baissés. Il s'arrêta devant le prévôt et attendit. Père Mathieu, dit Raphaël, vous avez enterré mon frère Henri il y a 2 ans. Oui, monsieur le duc. Vous avez vu son corps avant l'enterrement ? Oui. Qu'avez-vous vu ? Mathieu ferma les yeux. Des contusions, sur ses bras, sur son cou. Compatible avec une chute de cheval ? Il secoua la tête lentement. Non, compatibles avec une lutte. La salle explosa en murmures. Le prévôt leva la main. Silence. Père Mathieu, pourquoi n'avez-vous rien dit à l'époque ? Parce que j'avais peur. Mathieu baissa la tête. Gaston de Louviers finance l'église. Sans lui, nous n'avons pas de toit. J'ai choisi le silence parce que j'avais peur de perdre ce que j'avais. Raphaël se tourna vers Gaston. Henri n'est pas mort dans un accident. Il a été tué. Et vous êtes le seul qui était avec lui ce jour-là. Gaston ne répondit pas. Son visage était blanc, ses mains serrées dans son dos. Vous avez tué Henri pour hériter, continua Raphaël. Et quand j'ai annoncé mes fiançailles avec Isabelle,
Vous avez compris que si nous avions un enfant, vous perdriez tout. Vous avez fait empoisonner le vin d'Isabelle. Mais les domestiques ont échangé les verres et j'ai failli boire à sa place. Gaston leva enfin les yeux. Vous n'avez aucune preuve. J'ai le témoignage de Mathieu. J'ai le témoignage de Léonie. J'ai la logique de qui perd et qui hérite. Raphaël fit un pas vers Gaston. Et j'ai le fait que vous n'avez jamais demandé qui avait versé le poison. Vous avez immédiatement accusé Léonie. Pourquoi? Parce que vous saviez que le poison était là. Vous saviez qu'il fallait trouver un coupable avant que quelqu'un ne pose les bonnes questions. Gaston recula. Vous détruisez le nom de notre famille pour sauver une servante. Je détruis le mensonge qui a tué Henri. Raphaël se tourna vers le prévôt. Léonie Vautrin a risqué sa vie pour dire la vérité. Elle est la seule personne dans ce château qui mérite d'être protégée. Le prévôt regarda Mathieu. Père Mathieu, confirmez-vous votre témoignage sous serment? Oui. Mathieu leva la main droite. Je confirme que j'ai vu des contusions sur le corps d'Henri de Louviers incompatibles avec une chute de cheval. Je confirme que j'ai gardé le silence par peur. Et je confirme qu'aujourd'hui, une femme est accusée du crime qu'elle a empêché. Le prévôt hocha la tête. Léonie Vautrin, vous êtes acquitté. Il se tourna vers Gaston. Gaston de Louviers, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Henri de Louviers et la tentative d'empoisonnement d'Isabelle de Mérignac. Deux gardes prirent Gaston par les bras. Il ne résista pas. Il regarda Raphaël une dernière fois et dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni peur. Seulement une mélancolie froide, comme celle d'un homme qui avait toujours su que ce jour viendrait. Léonie resta immobile, pendant qu'on lui retirait les chaînes. Ses poignets étaient rouges, marqués par le fer, et quand Raphaël s'approcha d'elle, elle leva les mains comme si elle ne savait pas quoi en faire. « Vous êtes libre, » dit Raphaël. « Vous avez détruit le nom de votre famille. J'ai dit la vérité. » Léonie le regarda longtemps. Puis elle dit « Je suis la fille de Claude Vautrin. Il m'a appris que le savoir n'est dangereux que quand il se tait. Ce soir-là, au dîner, j'ai choisi de ne pas me taire. » Raphaël prit ses mains et les retourna pour voir les marques de chaînes. « Et moi, j'ai choisi de ne pas vous abandonner. » La pluie tombait sur la cour du château quand Léonie sortit de la salle du tribunal. Elle leva son visage vers le ciel et sentit l'eau froide sur sa peau. Raphaël la suivit, et quand elle se retourna, il était là, debout sous la pluie, les cheveux collés sur son front, les yeux fixés sur elle. Il avança. Elle ne bougea pas. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa lentement, délibérément, comme un homme qui choisissait de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais retraverser. Le baiser dura le temps de 10 battements de cœur, et quand il se termina, Léonie ouvrit les yeux et vit que 30 personnes les regardaient depuis les fenêtres du château. « Il nous voit » murmura-t-elle. « Je sais. » Raphaël sourit. « C'est pour ça que je vous ai embrassé ici. » Léonie rit, un rire bref, presque incrédule. « Vous venez de détruire le nom de votre famille. Et maintenant, vous embrassez une servante devant tout le comté. Vous n'êtes pas une servante. Vous êtes la fille de Claude Vautrin. Vous êtes la femme qui m'a sauvé la vie. » Raphaël prit ses mains. « Et je veux que vous restiez. » Léonie secoua la tête. « Je ne peux pas. » « Pourquoi ? » « Parce que si je reste, je deviens ce que vous avez fait de moi. » Léonie retira ses mains. « Vous m'avez sauvé. Vous m'avez défendu. Vous avez détruit le nom de votre famille pour moi. Et si je reste maintenant, mon savoir devient un don de vous. Ce n'est pas un don.
C'est un héritage. Il porte le nom de mon père, pas le vôtre. Raphaël recula. Vous refusez. Je refuse de devenir votre création. Léonie leva la tête. Mon père est mort seul et sans nom. Mais il m'a laissé son savoir. Et ce savoir, je vais le porter. Pas comme votre herboriste, comme la fille de Claude Vautrin. Raphaël hocha lentement la tête. Où irez-vous? À Évreux. Je vais rouvrir l'atelier de mon père. Et si je viens vous voir? Léonie sourit. Alors vous viendrez, pas comme un duc, comme un homme. Isabelle quitta le château une semaine plus tard. Elle partait pour la Haye, où elle épouserait un diplomate hollandais, un mariage arrangé par sa famille, après que les fiançailles avec Raphaël furent dissoutes d'un commun accord. Avant de partir, elle envoya une lettre à Léonie. Léonie l'ouvrit dans la petite chambre qu'elle louait à Évreux, en attendant que l'atelier soit prêt. Mademoiselle Vautrin, vous m'avez sauvé la vie avant de me connaître. Vous avez risqué votre liberté pour dire la vérité. Je pars pour la Haye et je ne sais pas si nous nous reverrons. Mais je voulais que vous sachiez que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Le monde est plein d'hommes qui pensent que les femmes sont trop faibles pour voir ce qu'ils font. Vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort. Avec toute ma gratitude, Isabelle de Mérignac. Léonie plia la lettre et la posa sur la table. Elle regarda par la fenêtre et vit la rue d'Évreux, les pavés mouillés, les boutiques qui ouvraient, les gens qui passaient sans la voir. Elle était de retour chez elle. Pas comme une servante, pas comme une accusée, comme la fille de Claude Vautrin. L'été arriva. Léonie rouvrit l'atelier sous le nom de son père. Vautrin, herboriste. Pas de plaque ducale, pas de patronage. Juste le nom qu'elle portait et le savoir qu'elle avait hérité. Raphaël arriva un matin de juillet. Il marchait par le chemin qui menait de Louviers à Évreux. Et quand il entra dans l'atelier, Léonie leva les yeux de la décoction qu'elle préparait. « Monsieur le duc. »« Raphaël. » Léonie sourit. « Raphaël. » Il s'assit sur le banc près de la table et regarda Léonie travailler. Elle pilait des feuilles de verveine dans un mortier de pierre, et l'odeur remplissait l'atelier, la même odeur que ses mains le soir où elle avait murmuré les mots qui lui avaient sauvé la vie. « Vous êtes venu à pied ?» dit Léonie. « Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que je voulais venir à vous, pas comme un duc, comme un homme. » Léonie posa le pilon et se tourna vers lui. « Et maintenant que vous êtes là, maintenant, je vous demande si je peux rester. » Léonie ne répondit pas tout de suite. Elle versa la décoction dans une tasse et la tendit à Raphaël. Il la prit et but. Le goût de la verveine était amer et doux à la fois, comme la vérité. « Vous pouvez rester, » dit Léonie, « mais pas comme un duc qui visite une servante, comme un homme qui vient voir la fille de Claude Vautrin. » Raphaël posa la tasse sur la table. « C'est tout ce que je veux. » Léonie s'assit à côté de lui. Sur la table, un herbier était ouvert, les pages jaunies couvertes de 2 écritures, celle de Claude Vautrin, large et penchée, et celle de Léonie, fine et précise. Raphaël tourna les pages et lut les noms des plantes. Aconite, belladone, digital, verveine. « Votre père vous a appris tout cela ?» Elle confirma d'un signe. « Oui. »« Et vous allez le transmettre ?» ?»« Oui. » Léonie posa sa main sur l'herbier. « Mon père disait que le savoir ne servait à rien si on ne pouvait pas le transmettre. » Raphaël prit sa main. « Alors transmettez-le. Pas seulement à moi, à tous ceux qui viennent ici. » Léonie regarda leurs mains jointes sur l'herbier. « Vous avez détruit le nom de votre famille pour moi. » »« Non, j'ai détruit le mensonge qui portait ce nom. » Raphaël serra sa main. « Et maintenant, je construis quelque chose de nouveau.
La porte de l'atelier était ouverte sur la rue. Les gens passaient et certains regardaient à l'intérieur, un duc assis sur un banc de bois à côté d'une herboriste. Leurs mains jointes sur un herbier qui portait le nom d'un homme mort. Personne ne s'arrêta. Personne ne posa de questions. Mais ils virent. Et Léonie comprit que ce qu'elle avait refusé au château, le patronage, la protection, le nom ducal, elle l'avait retrouvé ici, dans l'atelier de son père, sous la forme d'un homme qui était venu à elle, non pas pour la sauver, mais pour rester. Le goût de la verveine resta longtemps sur la langue de Raphaël. Il était amer et doux, comme la vérité, comme l'odeur des mains de Léonie le soir où elle avait murmuré 4 mots qui avaient sauvé sa vie. La porte était ouverte. Il était venu à elle. Et cette fois, il ne repartirait pas.